Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur le grand rendez-vous avec nos chroniqueurs et dans tous les compartiments. Eh bien, nous ferons ce soir le tour d'horizon de l'actualité politique au Bénin cette semaine. Et ce soir, la Force Kouri pour un Bénin émergent s'invite dans nos discussions. Elle a réussi à se positionner sur 2026 en attendant de connaître qui sont le candidat et son colistier pour la présidentielle. Eh bien, c'est désormais une évidence. La Force Kouri pour un Bénin émergent, pour sa participation aux élections, roule désormais en roue libre au milieu des deux grands blocs de la majorité présidentielle. L'accord de gouvernance conclu avec l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain lui permettra d'avoir le nombre de parrains exigés. Alors, question avec la bataille menée par Paul Hunkwe, secrétaire exécutif national du parti à cette fin, qui aura la légitimité pour représenter la FCBE au prochain scrutin présidentiel. Le débat des chroniqueurs est à suivre. En invité, ce plateau recevra un acteur de la majorité présidentielle. Il fait son parcours depuis son entrée en politique et de sa participation à l'appréciation des schémas qui se présentent. Nous aurons le regard de Noël Chadaré de l'Union progressiste, le renouveau. Il nous dira, au-delà de l'envolée constatée après la désignation de Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata, dans quelles dispositions se trouve le camp présidentiel pour espérer ratisser large. Bienvenue. Des sujets sont abordés par les internautes sur la toile. Vous aurez donc la vue du web avec Marc-Yohannes Goudianou et les commentaires qui ont suivi. Et puis, vous aurez également le portrait du leader avec Omar Salouf qui fera le portrait de notre invité de ce jour. Mais tout de suite, nous sommes avec Alberto Mardoché Gounou. Bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. Avec vous, nous allons apprécier les rapports de force et mouvements en ces moments de haute saison politique, et c'est la météo. Dans cette météo, Alberto, vous nous présentez d'abord le mot qui a battu le record d'utilisation dans la semaine au Bénin. Il s'agit du mot accord. Bien évidemment, Christian, dans le mot qui a le plus résonné tout au long de cette semaine, vous l'avez si bien dit, c'est bien le mot accord. De manière générale, un accord est une harmonie, une convergence de vues, une concorde. Mais en politique, un accord est plus stratégique. C'est une entente formelle ou informelle entre plusieurs acteurs, soit des partis politiques, des gouvernements, des groupes d'intérêt visant à coopérer sur des objectifs communs ou à résoudre des différends ou franchir un cap. Nous avons par exemple l'accord de coalition formé entre partis pour gouverner ensemble après les élections, souvent sans majorité absolue. L'accord de paix ou de transition utilisé pour sortir d'une crise politique ou d'un conflit. En 2008, au Kenya, par exemple, après une crise post-électorale, l'accord de partage du pouvoir entre Kibaki et Raila Odinga avait ramené une certaine stabilité dans ce pays-là. Et puis en octobre, au Bénin, ici, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain ont signé un protocole d'accord qui leur a permis de renforcer le partenariat politique au sein des collectivités territoriales qu'ils gèrent ensemble depuis les années 2020. Récemment, il y a ces accords de coalition parlementaire et de gouvernance qui lient désormais les partis Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain de la mouvance et puis la Force Kouri pour un Bénin émergent de l'opposition. Et voilà, on rappelle que c'était en octobre 2024 qu'il y a eu cet accord qui a permis de renforcer le partenariat politique entre le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau au sein des collectivités territoriales. Et justement, avec cet accord dont vous avez parlé, l'accord récemment signé entre l'UPR, le BR et la Force Kouri pour un Bénin émergent, l'accord de gouvernance, eh bien, la FCBE peut se frotter les mains pour la suite. Vous nous direz dans la météo politique. Les points de vue de nos chroniqueurs vont également suivre et ce sera tout à l'heure. Mais une question, quel est alors l'état du climat politique cette semaine, Mardoché? Cette semaine, le ciel politique s'est encore plus chargé de nuages lourds. La pression atmosphérique monte, les températures sont au rouge et les coups de tonnerre résonnent dans le camp de l'opposition. Du côté des démocrates, la météo est toujours orageuse. Il dénonce le quitus fiscal exigé par la Sénat qu'il considère comme un instrument politique pour bloquer certains
Ils crient à l'injustice, ils lancent des éclairs, mais sur le terrain, ils laissent leurs militants et soutiens dans une attente interminable. Aucun duo présidentiel n'a encore été officiellement choisi. Résultat, la météo ici est agitée, visibilité réduite. Contrairement aux autres formations de l'opposition restées sous les nuages, la force Kori.Bénin émergent se distingue par son dynamisme et sa capacité d'adaptation. Elle a trouvé la parade en jouant la carte des accords et des parrainages. Le parti amené et dirigé par Paul Rompé s'offre la possibilité d'aligner un ticket pour la présidentielle. Ce n'est pas un ralliement au pouvoir, mais une manœuvre politique intelligente qui lui ouvre une fenêtre d'influence. Résultat, à ce niveau, une éclaircie inattendue qui modifie le relief politique et oblige les autres acteurs à recalibrer leurs prévisions. La mouvance affiche désormais un ticket solide avec la désignation de Mariam Chabi Talata, actuelle vice-présidente de la République, comme colistière du ministre d'État Romiad Wadagne. On sourit, on s'affiche unis, on signe des accords et surtout, on montre une trajectoire claire en direction de 2026. Ce duo publicise une image de continuité et de sérénité. Résultat, beau temps. La tendance est à un soleil bien visible sur la carte politique des partis au pouvoir. Bref, le climat est désormais contrasté au Bénin. Soleil assuré pour la mouvance qui confirme un ticket complet. Éclairci pour la FCBE désormais perçue comme une opposition dynamique. Orage persistant chez les démocrates qui restent sur la défensive. En somme, une météo lourde, instable et annonciatrice de tempêtes à venir, mais aussi de phénomènes localisés qui peuvent changer la donne. Alors, avant de vous laisser partir, Mardoché, que dit le supercalculateur cette semaine? Alors, quand on lance les grandes simulations de cette semaine, Wadagne n'est plus seul sur la ligne de départ. Il est désormais accompagné de Mariam Chabi Talata. Le duo officiel modifie les corrélations. La probabilité d'un ticket fort pour la mouvance augmente. La cohésion interne affiche des signes positifs et la visibilité du camp présidentiel grimpe sur nos cartes. La FCBE, grâce au parrainage téléchargé via l'accord de gouvernance, voit son radar s'allumer à nouveau. Sa capacité à présenter un duo présidentiel la repositionne désormais comme une opposition dynamique et crédible, capable de capter un certain électorat et d'influencer les équilibres locaux. Sur le simulateur de cette semaine, ces chances remontent significativement. Les autres formations restent encore dans l'ombre comme des nuages qui s'amoncellent. On les surveille sur notre satellite politique. Le potentiel d'orage existe, mais il reste pour l'instant diffus et peu structuré. En conclusion, cette semaine, Christian, dans la carte politique a une probabilité évolue. Le ticket Wadagne, Mariam Chabi Talata consolide la mouvance. La FCBE surgit comme la force d'opposition la plus active ces derniers jours et la mieux organisée pour franchir l'étape des parrainages. En plus des démocrates, les autres attendent encore de se former. Mais attention, en politique comme en météo, le temps peut très vite changer. Toujours garder son parapluie à portée de main. C'est le conseil que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci à vous, Mardoché. Gounou Alberto, eh bien, c'était la météo politique. Une semaine encore et vous nous reviendrez pour nous apporter d'autres informations. Exactement. Et surtout, le supercalculateur qui nous dira où est-ce que nous en sommes. À votre suite, nous retrouverons nos chroniqueurs dans les points de vue pour apprécier toute cette actualité par leurs analyses et commentaires. On installe en plateau Herman Parfait à Niamboussou, on installe en plateau Roland Laurent Tonéinkes, Serge Vivien Couillimont et Omar Salouf. Ce sont les points de vue à partir de cet instant. Bonsoir Herman, bonsoir à vous Laurent. Bonsoir voilà. Christian. Omar, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vivien, Serge Couillimont, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le grand rendez-vous. Vous êtes le tout nouveau sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir. Eh bien, nous allons aborder un certain nombre de sujets collés à l'actualité politique chez nous au Bénin. On va commencer par le tout dernier, cet accord de gouvernance et de parrainage. Et quand on le dit, on a tout de suite le regard tourné dans le camp de la majorité présidentielle avec les deux grosses formations politiques.
démocratique, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et cet accord signé avec la Force Corée pour un Bénin émergent, je suis tenté de dire que les discussions sont allées très vite et tout semble désormais totalement bien scellé entre les partis qui ont conclu cet accord de gouvernance d'un côté et l'accord de coalition parlementaire d'un autre côté. La FCBE, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain se sont donc engagés à faire un front commun pour la prochaine législature et l'accord de gouvernance permettra à la Force Corée pour un Bénin émergent de disposer d'un duo de candidats. Messieurs, vos points de vue sur celui ou la personne qui aura la légitimité alors au niveau de la Force Corée pour un Bénin émergent pour représenter le parti. Omar Salouf. Celui ou celle qui aura la légitimité, il faut d'abord être membre du parti, de la Force Corée pour un Bénin émergent, être en règle vis-à-vis de toute la législation en la matière. C'est celui qui sera choisi de façon consensuelle par le parti. À première vue, on a Paul Rompé, qui est président du parti, qui, rappelons-le, durant longtemps s'est bataillé pour le parti, a montré une certaine volonté de faire briller le parti. Dans cette volonté de faire briller son parti, on le voit au front. On l'a toujours vu, on l'a taxé de tous les noms, on l'a accusé à tort ou à raison. Dans cette position actuellement, Paul Rompé est bien parti pour porter toute la légitimité d'être le candidat du parti, en duo bien sûr avec quelqu'un d'autre qui aura le même accompagnement des autres membres du bureau et de tout le parti. Pour vous, c'est Paul Rompé. Oui, Paul Rompé. C'est Vivien Couillemont. Oui, je pense que je soutiens la thèse de Omar, c'est bien ça, Omar, oui, parce Omar, que lorsque vous prenez les Forces Corée pour un Bénin émergent, on a vu par le passé, entre-temps, c'était le président d'honneur du parti qui avait été désigné pour pouvoir être le candidat des FCBE pour l'élection présidentielle par le passé. Aujourd'hui, nous avons vu que l'ancien ministre Diemba, président d'honneur de ce parti, avec les tests de la République, l'âge tape aujourd'hui, ce monsieur ne peut plus être candidat. On a vu Paul Rompé, on a vu cette dynamique, on a vu les actions menées par Paul Rompé sur le terrain. Lorsqu'on est dans un parti politique, on veut toujours gouverner, on veut toujours diriger. On a vu également sur la toile toutes les actions menées par Paul Rompé aujourd'hui, ces actions, comment les membres de son parti politique arrivent quand même à aduler Paul Rompé. Moi, je pense aujourd'hui, celui qui peut faire l'affaire, celui qu'on peut désigner au niveau de ce parti serait donc Paul Rompé. Et avoir comme un colistier, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs à ce niveau. Ils pourront voir entre Gaba Yaya, entre également Bako, oui, F.A. Soumanou, il y en a également d'autres, mais déjà pour être tête de liste au niveau des Forces Corée pour un Bénin émergent. Vous voyez la première personnalité du parti, le secrétaire exécutif national. Oui, on vous écoute, Laurent Toneinkes. Non, quand j'observe tout ce qui se passe, moi je souris, parce que je dis, d'abord on parle de parrainage pour Paul Rompé, je dis sur quelle base on veut lui donner le parrainage. Vrai que accord de gouvernance. Oui, c'est vrai que l'article 136 nouveaux et 142 nouveaux, en tout cas, leur donne la liberté de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais je veux bien voir Paul Rompé sur le terrain, quel discours va-t-il tenir? Parce que quand vous avez un accord de gouvernance, c'est que, ou de coalition parlementaire, vous voulez travailler ensemble après. Et, attendez, vous allez aux élections pour partager les sièges ensemble. D'abord pour les législatives et les communales. Et après la présidentielle, chacun ira dans son camp. Mais quand vous combattez pendant les législatives et les présidentielles, vous travaillez ensemble. Après, il a les parrainages, il veut tenir quel discours sur le terrain. En fait, on veut mettre... Mais est-ce que le discours qu'il tiendra sera différent du discours qu'il tenait depuis? Non, parce qu'il l'a dit. Justement, il y a un problème. D'abord, il n'est pas membre de la majorité présidentielle. Il a été déjà candidat, il sera encore candidat. Ils vont trouver certainement... Oui, il a été candidat à la présidentielle en 2021. Il sera encore candidat, ils vont trouver le colistier. Mais dans toute la dynamique, je me pose la question, quelle est la finalité
quel est le but de donner les parrainages à Paul Roupet? Parce qu'on a pu voir les élections 2021-2023, ce qu'il a pu apporter, ou bien ce qu'il a pu avoir comme suffrage au plan national. On a toujours C'est environ 11%. On a toujours dit que l'avènement du Parti démocrate, non, en 2023, ils n'ont pas eu ça, sinon ils auraient pu avoir des députés. On parlait 2021, d'accord. de Mais la présidentielle. 2023, ils n'ont pu avoir, oui. ils n'ont pas eu grand-chose, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'élus au Parlement. Aujourd'hui, pourquoi on travaille à donner le parrainage à Paul Roupet? Quelle est la finalité? Quel est le... N'est-ce pas que nous sommes dans une dynamique politique? Non, attention. Oui. Et ça doit interpeller. Le journaliste que je suis, analyste politique que je suis, ça m'interpelle, je me pose des questions. Parce qu'on a vu ce à quoi, ce dont le monsieur est capable, politiquement parlant sur l'échiquier, en termes d'élections, à partir de 2023 où les démocrates sont allés aux élections, il disparaît progressivement. Mais aujourd'hui, on veut forcer les choses, on dit on va lui donner par exemple. La loi parle de 10% au plan national avant qu'on ne puisse participer au calcul. Le partage des sièges. En 2023, les messieurs sont partis, on a tous vu que ça ne vaut pas 10% au plan national. On vous dira que 2023 c'est derrière. Non, c'est pas derrière. C'est pas derrière. Suivez l'actualité politique. Oui. Moi, je veux quand même que nous soyons dans la vérité, que nous puissions voir la vérité en face et qu'on dise clairement que ce qui se fait là, c'est tellement que ça prépare un cookie ou bien quand il est. On vous écoute, Herman. Oui, je pense que être dans la vérité aujourd'hui, c'est constater d'abord que les acteurs du récépissé pour la force groupe émergent sont toujours là. Paul Roupet, Gaba Yaya, Yaya Aboubaka Yaya, tous ceux-là, ils sont toujours là, ils sont en place. Djemba, vous l'avez rappelé tantôt, le président étant Djemba et tout. Et donc, c'est de constater également, et dans la vérité, c'est constater aussi que Paul Roupet, je me suis fait également cette même lecture. Quand après on m'a dit, attention, est-ce que Paul Roupet a dit qu'il travaille désormais avec la rupture? Non, Paul Roupet, le parti de Paul Roupet a fait accord de gouvernance avec des partis de la mouvance présidentielle. On m'a dit de faire la nuance entre Paul Roupet, membre de la majorité présidentielle, et Paul Roupet qui signe l'accord de gouvernance. Et donc l'accord de gouvernance, comme vous l'avez dit, c'est 10% au plan national pour qu'on puisse participer au partage des sièges. D'accord? Donc pour qu'on puisse lever des sièges au Parlement. Alors ici, de quoi vous direz également que Paul Roupet avec Djemba, il était colistier de Djemba en 2021, que c'était du 11,36% à l'élection présidentielle. Donc au plan national, il a déjà réussi avec son FCBE, avec sa FCBE, à avoir à la présidentielle. Les démocrates n'étaient pas à l'élection, je suis d'accord. Et sachant que beaucoup de la partie septentrionale ont utilisé l'image de Boni Yahi, le nom de Boni Yahi. Et là encore, c'est sûr qu'on viendra sur ce débat-là. Pourquoi est-ce que au niveau des démocrates, ça traîne? Qui, parmi vous ici, peut mettre ça mais au feu et dire que oui, les démocrates pourront effectivement présenter des candidats? Je n'en sais rien. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir et dire que avec des chefs, Paul Roupet avec FCBE, que c'est pas ça. Et puis Paul Roupet également, n'oubliez pas, c'est des images qu'on ne montre pas assez, c'est pourquoi je devais demander à la communication de Paul Roupet, de FCBE, de pouvoir faire le job. C'est que le bureau va négocier et revient. Vous avez des lettres de partisans, des partisans de FCBE qui vont le remercier parce que c'est eux qui l'auraient envoyé en mission. Je pense que c'est des éléments sur lesquels il faut beaucoup communiquer pour qu'on sache que ce n'est pas d'un chef, ce n'est pas de son propre chef qu'il se lève pour aller négocier. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, pour moi, aujourd'hui, l'autre schéma qui a consisté à avoir Paul Roupet colistier de Djemba, Djemba étant folklore désormais, c'est Paul Roupet qui est en fait, chef de file de cette formation politique-là. Il y a beaucoup d'autres jeunes. El Farouk Soumane, par exemple, qui est un jeune qu'on a vu au combat et qui, jusque-là, ne nous a pas montré qu'il a vacillé. Il y a également des noms, j'ai écrit des noms. Il y a Gaba Yaya, il y a Abou Yaya également, Aboubaka Yaya. Je pense que tous ceux-là sont là. Et n'eût été peut-être la mort qui a fauché un certain Salomon Ojo, qui était également membre. Je pense que c'est des jeunes quand même qui ont travaillé. Parce que quand vous avez une mouvance présidentielle qui a comme candidat un jeune de la trempe de Wadaï, vous devez avoir également chez vous un répondant. Et pour moi, le répondant, c'est Paul Roupet. Il a 55 ans aujourd'hui, quand je fais les calculs. Plus un jeune, je pense qu'ils pourront faire le job. Je crois à un moment donné, Paul Roupet a été clair. Il a dit qu'à partir de 2026, qu'il va participer à la gestion du pouvoir. D'accord. Accord de coalition, accord de gouvernance et tout, mais je vois plutôt Paul Roupet dans une dynamique nouvelle. C'est-à-dire 10 ans d'opposition, une opposition... Repositionner l'opposition, une opposition quelque peu mitigée parce qu'on aurait dit qu'il n'est pas en réalité de l'opposition, qu'il est juste une marionnette utilisée par le pouvoir en place pour aller dans ses objectifs et tout, mais
Il a été clair, il dit qu'à partir de 2026, qu'il se repositionne, qu'il veut participer à la gestion du pouvoir. Donc, je le vois dans une dynamique, accord de gouvernance, accord de coalition parlementaire et tout, mais participer également, effectivement, en tant que peut-être membre de la grande mouvance présidentielle ou de la majorité présidentielle. Donc, c'est un chemin tout tracé pour voir Paul Rompé au-delà du parrainage qu'il aurait obtenu, au-delà de la participation à l'élection présidentielle. Il est dans une nouvelle dynamique désormais. Je n'ai pas fini. Je vais ajouter ceci. Quand Laurent parlait tout à l'heure, il dit qu'on donne le parrainage. Je crois que c'est Paul Rompé qui est allé chercher le parrainage. Oui, il est allé chercher le parrainage, il a négocié. La stratégie. Non. Nous, on ne connaît pas la stratégie. On veut vous donner le parrainage. Non, on ne connaît pas la stratégie. C'est Paul Rompé, dans sa nouvelle dynamique, qui est allé négocier le parrainage. Mais écoutez, je crois qu'il faut qu'on nous puissions suivre une certaine logique. Quand vous dites que pourquoi les démocrates ne sont pas demandés, ils disent qu'ils sont de l'opposition. Oui. Vous voulez qu'ils aillent négocier des parrainages au niveau de la mouvance. Attendez, ça sonne très mal. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est nouveau? C'est une question. Est-ce que c'est nouveau? Nous avons vu en 2021, c'était seulement les partis. En 2021, il n'y avait pas autant de dispositions, il n'y avait pas de dispositions qui empêchaient les élus de parrainer qu'ils veulent. Mais avec le code électoral révisé, il y avait un cadre qui a été circoncis, et ce qui fait que difficilement, et c'est pour ça qu'ils ont amené cette affaire d'accord de gouvernance. Moi, je veux simplement dire quelque chose. On ne peut pas être dedans et dehors à la fois. Soit vous choisissez d'être dedans, et vous restez dedans. Ou soit vous choisissez d'être dehors, vous êtes dehors. Mais la nuance est vite faite. La nuance, mais écoutez, le monsieur dit, je vais chercher le parrainage juste pour participer aux élections. Tout le monde sait que les autres ne vont pas dire venez chercher le parrainage. Tout le monde sait qu'il y a une dynamique en cours et l'autre, le monsieur va faire le pas et les autres vont accepter. Écoutez, quand vous dites qu'il dit, Paul Rompé dit qu'il va participer à la gestion du pays à partir de 2026, qu'est-ce qui empêche Paul Rompé aujourd'hui, puisqu'il a fait 10 ans d'opposition, de dire à partir de maintenant, si tant est qu'ils sont sûrs qu'il y aura la continuité au pouvoir, de dire à partir de maintenant, je ne participe, je ne suis plus opposant, je fais ma déclaration, je rejoins la mouvance et ensemble nous allons travailler à conquérir le pouvoir d'État. Premier fait. Deuxième chose, quand vous signez un accord de coalition parlementaire de gouvernance et que vous allez aux élections législatives et communales avec les gens de la mouvance, les autres diront, nous avons travaillé pour continuer à diriger le pays. Et vous, vous dites que vous êtes opposant. Quel discours vous voulez tenir? Est-ce que pendant que les autres disent, nous travaillons, nous avons réussi avec notre leader Patrice Talon à bien travailler, nous voulons encore plus de députés, est-ce que vous allez dire, non, ils n'ont pas bien fait? Alors que vous êtes en accord avec cette personne-là, et que mais votez pour nous, mais nous sommes en accord avec eux. Moi, je pense que ça manque de logique. Ça manque de sincérité. Je pense qu'il faut interroger la loi. La loi parle d'accord de gouvernance. Vous me laissez terminer. La loi parle d'accord de gouvernance, et l'accord de gouvernance ne lie pas celui où les partis à cet accord-là. La preuve, vous avez constaté avec moi, dans les discours qui ont eu lieu au cours de la signature de l'accord, on a dit, on est ensemble, mais on est ensemble pour vous combattre désormais. Parce que c'est qu'aujourd'hui, vous faites cette lecture-là parce que vous constatez avec moi que les démocrates ont 28 députés, dont le nombre de parrains qu'il faut exactement pour parrainer. S'ils avaient eu 20 députés, vous et moi ne serions pas, je parle bien à Laurent Tonnet-Inquès, s'ils avaient eu 27 députés ou 22 députés, vous et moi ne serions pas ici en train de dire que oui, il faut rester dans son camp, où on est ici, on est ailleurs. Ils auraient pu négocier également pour obtenir les 2 ou 3 parrains qu'il faut s'ils avaient un cas pas complet. Donc je pense qu'aujourd'hui, la démarche de Paul Rompé et de son parti, quand parle de Paul Rompé, je voudrais nuancer, et quand je vois les images qui circulent sur la toile, je constate, ce n'est pas à mon corps défendant, que c'est des militants FCBE qui envoient Paul Rompé en mission et lequel va négocier. Donc je me dis aujourd'hui, Paul Rompé, il s'est fait l'âne pour avoir le fouet. C'est aussi ça la valeur. Ça, c'est aussi une valeur sur le terrain politique. Sur le champ politique, c'est aussi une valeur. Savoir faire l'âne pour avoir du fouet. Oui, ils sont nombreux dedans à faire l'âne pour avoir du fouet. Et dès qu'ils seront au pouvoir, les vrais, ceux qui les positionnés, seront mais ce qui est certain aujourd'hui, Paul Rompé se présente aujourd'hui comme le troisième larron. Parce qu'après le camp Talon, avec tout ce qu'il y a autour de la présidentielle, et le camp LD, opposition, Paul Rompé se pointe au milieu. Si ça ne savent pas faire là, vous allez voir ce qui va se passer. Je voudrais quand même saluer mon frère Herman pour
la logique pour avoir détaillé pour son développement, parce que Paul Rompouet, FCBE, on a vu comment Paul Rompouet a pris la tête des FCBE. On a vu tout ce que Paul Rompouet a fait jusque-là. Paul Rompouet aujourd'hui qui va négocier avec... Il s'est alors pour vous révélé un véritable acteur politique. Oui, pour moi, en tout cas, en matière de négociation. Il a surfilé cette touche-là. Il faut saluer ça. Pour moi, un leader charismatique, un leader doit pouvoir faire la volonté de ceux qui sont sous lui. Et je pense que c'est ce que Paul Rompouet est en train de faire. Après sa sortie, après avoir signé l'accord de partenariat avec les autres, vous avez vu sur la toile, dans les groupes également, beaucoup sont ces militants qui soutiennent la volonté de Paul Rompouet, qui soutiennent, puis disent, écoutez, c'est nous qui l'avons envoyé. Et on ne peut pas refuser ça, Laurent. Lorsque je peux être contre ce que vous faites, mais si tant est que je dois m'aligner avec vous, Laurent, pour atteindre mon objectif, je le ferai. Et c'est ce que Paul Rompouet est en train de faire aujourd'hui. Il est prêt pour qu'on puisse même l'insulter, dire tout ce qu'on veut, pourvu que lui, il arrive à atteindre ses objectifs. Je parie qu'il y a d'autres partis politiques qui sont là aujourd'hui, qui auraient bien aimé, qui ont envie aussi d'avoir du parrainage, mais à cause de leur ego, ils n'ont pas eu ce courage de pouvoir le faire. Ego ou mauvais calcul politique aussi? Non, ego ou mauvais calcul, les deux, tout. Oui, même ego dedans. Moi, je mets ego parce qu'on se dit, mais écoutez, hier j'ai dit si, est-ce que on ira négocier avec lui? Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Alors que c'est une mauvaise lecture, parce qu'on a vu des gens qui ont combattu Boni Yahi il y a 10 ans. Ça, c'est. On va revenir dans le débat. Qui l'ont traité de l'oiseau qui sont qu'on ait une mémoire courte. Oui. Je ne voudrais pas qu'on ait une mémoire courte. En 2021, dans la quête des parrainages, rappelez-vous de ce qui s'est passé. Le parti les démocrates avait pris les discussions pour avoir les parrainages. Et pendant que ça traînait de leur côté, quelqu'un comme Irénée Agossa, sorti de nulle part, et qui était sanctionné au sein du parti les démocrates, a pu avoir les parrainages. Tout est une question de lobby. Ne nous n'aurons pas. La réalité est là, politique est là. Est-ce qu'il s'agit de... On va réfléchir, je vous réfléchir. Une question de lobby. Attendez, oui. Il y a des candidats démocrates qui ont déposé leur dossier à la Sénat et qui ont dit qu'ils n'ont pas de parrainage et que si on leur en donne, ils n'en veulent, ils n'en prendraient pas. Vous avez tout suivi. On a tout suivi. On a tous suivi la prise de parole des candidats. On a tous suivi la prise de parole des candidats. À l'époque, ils ont dit qu'ils ont fait pris des discussions, ils ont tout fait. Et qui vous rappelle, je ne vais pas rappeler tout le... Laurent, rappelez-vous, à cette époque-là, il y a une pluralité, il y avait une pluralité de candidatures. Il y en a qui ont dit, on a négocié, nous n'avons pas donné, mais il y a d'autres qui ont dit, on n'en a pas, et je nous en donne, on n'en prendrait pas. Je ne parle pas de celui qui se réclame des démocrates qui allaient déposer sa candidature. Jusque-là, il n'a pas été démenti par le parti. Le parti n'a pas dit celui-là, il n'est pas cher Herman, écoutez, il y avait un duo du parti des démocrates qui avait la caution du parti. C'était quel duo? Rafraîchissez-moi pour la mémoire. Je ne vais pas rappeler ça. Parce qu'il y avait des candidats qui sont démarqués du parti pour aller déposer, qui ont dit qu'ils se conforment ils déposent le dossier en fonction de la loi de 90. Ces personnes-là, je n'en parle pas. Je parle des gens qui avaient la caution du parti, qui avaient pris les dispositions, mais qui avaient eu du mal avec les parrainages. Est-ce qu'ils allaient négocier les parrainages? Ils allaient négocier quand même. Non, c'est pas évident. Négociation dont parle Laurent, c'est une question de management, Laurent. Tout est une question de lobby et de management. Si j'arrive à faire correctement le management, je veux quelque chose, je fais tout le management qu'il faut, je mets tous les moyens en œuvre pour avoir ce que je cherche. Je ne peux pas vouloir quelque chose au contraire. Je viens, Laurent, s'il vous plaît. Laurent, s'il vous plaît. La campagne. Vous dites, pour opposant au mouvement. On n'est pas encore venu à ce niveau, on n'est pas encore venu à ce niveau. C'est la même chose. Nous ne sommes pas. Je vais faire une réponse. À la place de Rompouet, son parti a une idéologie. Il fait la promotion de son parti et puis il positionne des éléments. Il s'allie aux autres. Ne faisons pas une lecture un peu hypothéquée ou non, je ne fais pas une lecture hypothéquée. Le code électoral précise clairement que quand des partis font accord de coalition parlementaire, c'est seuls les partis qui ont 10% plan national qui participent à la présidence. Ça veut dire que si, alors nous sommes là, moi le BNP fait accord de gouvernance avec FCBE et tout ça. Si
à la fin des élections, à la fin des élections législatives, c'est seulement les partis qui ont 10%. Donc si jamais un parti pense qu'il a fait accord de gouvernance, j'ai rappelé ça. Je dis, oui, ça là, c'est déjà passé. Oui, mais avec 10% présidentiel, c'est bon. Maintenant, là, on est en campagne, on dit on fait accord de coalition parlementaire ou de gouvernance. Ça veut dire que nous aspirons à gagner le pouvoir ensemble. Mais sur le terrain, on m'a rappelé que vous avez dit qu'il veut gérer désormais avec la mouvance. Oui, ça c'est une autre lecture. Maintenant, sur le terrain, pendant la campagne, pendant que les autres disent, nous avons bien fait. Et nous voulons la continuité là. Quel discours que Paul veut tenir? Alors, moi, je vais poser une autre question. Non, vous avez la réponse. Quel discours la réponse voulait tenir le parti Les Démocrates en 2021 s'il avait eu les parrainages du camp présidentiel? Non, écoutez, oui, attendez. C'est en réalité pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on n'appartient pas à un parti politique qui donne les parrainages qu'on ne va pas le combattre. Oui. Paul Rumpé obtiendrait les parrainages du camp présidentiel. Cela ne va pas dire que systématiquement il s'allie à ce camp présidentiel. Je vous réponds en même temps. Oui. Je vais finir en disant ceci. Oui. Quand vous parlez toujours de 2021, le fait de s'appeler... Je ne parle pas de attendez. J'ai cité les lois. Oui. Le fait de s'appeler... Les lois actuelles. Le fait de s'appeler le Parti Les Démocrates ne vous confère pas systématiquement le droit d'obtenir tout ce que vous voulez. Ne vous confère pas la légitimité de vous mettre dans une posture d'arrogance politique au point de dire qu'on n'a pas les parrainages, même si on nous en donnait, on ne prendrait pas, au point de penser que parce qu'on s'appelle un parti d'opposition, les parrainages doivent fuser de tout ça. Aujourd'hui, je pense que le débat ne se fait plus au niveau de vous parlez de parrainage 2021. Oui, ici, nous sommes en 2026. Alors, ça a évolué. Ce n'est plus à faire le parrainage. Je continue de préciser ce dont je parle. Accord de coalition parlementaire de gouvernance. C'est plus que parrainage. Alors, quand nous faisons un accord, c'est qu'à un moment donné, nous entendons sur un certain nombre de choses. Et nous aspirons à un objectif précis. D'accord. Mais dans ce cas, attention, ça ne peut plus être chacun. La grille de lecture, ça ne peut plus être chacun. La grille, non, ça ne peut plus être chacun. Ça ne peut plus être chacun. Parce que si vous mettez ensemble, c'est pour combattre les autres, pour pouvoir gagner ensemble, atteindre l'objectif ensemble. Alors, je dis en vertu de cela, quel discours tiendra chacun sur le terrain? La grille de lecture ne proposait pas, Laurent. La grille de lecture qu'il propose ne paraît pas celle qui est indiquée. Accord de gouvernance, c'est les lois qui disent que si vous voulez lever des sièges au Parlement, d'accord, vous devez avoir 10% participation électorale. Et quand vous n'avez pas 10% participation électorale, pas 20%. Oui, 20%. Puis si vous avez 10% au plan national, là, vous pouvez lever des sièges. Oui. Donc la loi dit, pour le faire, il faut aller par un accord de coalition. De coalition. Plus la contrainte un accord de coalition. Donc ça on dit que là, nous sommes là dans la réelle politique. La contrainte de 20% là, ça c'est désormais sauté. Le seul verrou là est sauté. Désormais, Paul Rumpé sait que s'il fait un peu d'effort et qu'il parvient à faire le score qu'il a fait en 2021. Ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Il sait que s'il parvient à le faire avec 10% là, il avait fait 1%, il sait que en le faisant comme ça qu'il passe. Tout ça, il y a pour le discours. Pendant la campagne, il va parler le même langage. Pour le discours, ils ont dit je peux avoir parrainage. Est-ce que je les ai eus? Vous allez dire quoi? Je n'ai pas d'initiative. Oui, je dis, ils ont dit, Paul Rumpé m'a dit, ils ont dit, je peux avoir parlé, est-ce que je les ai eus? Paul Rumpé va vous dire qu'il a fait, que désormais là, il est un acteur politique, remplir la tâche, et qu'il fait désormais preuve de réel politique et qu'il n'est plus dans les calculs. Il a su mettre les éléments qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Oui. Laurent, c'est vrai que nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des membres de FCBE pour donner la réponse, ce que les membres de FCBE diront à la population. Mais déjà, retenez que sur le terrain, si l'UPR ne travaille pas correctement et pense que oui, parce que j'ai donné, FCBE risque de battre. UPR et BR doivent travailler également de leur côté parce que vous pouvez me donner l'accord de parrainage, tout et tout, et puis vous me donnez le parrainage, vous me permettez d'aller et je peux vous battre.
Ça veut dire que FCBE, c'est parce qu'ils ont donné l'accord au FCBE que FCBE fera le jeu de la mouvance sur le terrain. Le service minimum. Non. Non. Chacun sur le terrain défendant sa cause. Pour la présidentielle, je suis d'accord que Paul Roupet, voulant peut-être en ayant eu l'exception d'avoir le parrainage, va travailler à peut-être avoir des élus, des suffrages pour être président de la République. Voilà. Mais je parle des législatives et des communales. Je continue de poser ma question. C'est-à-dire, quand vous faites cet accord-là, pour le partage de sièges sur le terrain, est-ce que vous venez maintenant combattre ceux qui vous ont donné? Attendons mais justement, c'est pour ça que ça me rejoint dans ma logique pour dire la meilleure chose à faire pour Paul Roupet aujourd'hui. Il faut qu'il jette le masque clairement. Attendez qu'ils disent, je suis officiellement de la mouvance, d'accord? Je suis officiellement de la mouvance et on continue. Autrement, on ne peut pas être dedans, je compte dire, l'accord de coalition, s'il vous plaît. L'accord de coalition, s'il vous plaît, pour le détail que je voudrais vous donner, l'accord de coalition n'a d'effet qu'au soir des élections législatives. Ça veut dire que là où nous sommes là, ils ont beau faire accord de coalition, accord de gouvernance. Ça veut dire quoi? C'est ça justement. Ça veut dire qu'il faut d'abord. En fait, c'est les textes qui ont dit qu'il faut d'abord cet accord avant d'aller aux élections. Quel sera le discours du parti FCBE? Quel discours ne peut pas tenir? Non, mais ils vont tenir un bon discours. Nous ne sommes pas membres de la On verra bien ça. Mais je voudrais que vous puissiez tenir compte du fait que l'accord là n'entre en vigueur qu'après les élections. Alors, c'est la force Cori pour un Bénin émergent en attendant de voir Claire qui seront les membres de ce duo, c'est-à-dire le candidat et son colistier. On va voir de l'autre côté, du côté des démocrates. Il faut rappeler que la force Cori pour un Bénin émergent, jusque-là, est une formation politique de l'opposition. D'accord. Alors, les démocrates, toujours enfermés sous les nuages, je suis... de l'opposition en coalition avec la mouvance. Si tu veux, la précision, on va mettre la précision. Alors, la manœuvre semble-t-elle compliquée pour sortir, je dirais, de ces nuages-là, pour sortir le joker au niveau de l'opposition. Jusqu'alors, nous parlons, nous n'avons pas, pardon, les démocrates, jusqu'alors, nous parlons, nous n'avons pas encore la fumée blanche. C'est vrai qu'on a vu des affiches, on a vu des signes, on a dit... On a vu des non-cités. On a vu des non-cités. Malheureusement, des CV qui ont également circulé. Malheureusement. Jusque-là. Des visuels. Des affiches, des visuels partagés. C'est pourquoi je parle. Des portraits également. Des portraits également. Tout. La question, je me dis que les démocrates ont un peu peur. Peur comment? Ils attendent d'abord que tout soit réglé au niveau des quitus fiscaux d'abord, avant de pouvoir nous faire sortir quelqu'un. Ça, c'est mon point de vue. Ils se disent peut-être que lorsqu'on va positionner telle personne, est-ce que celui-là ne sera pas bloqué? Raison pour laquelle ils sont encore bloqués là, à leur niveau. Là. Il faut dire aussi qu'en montrant du côté de la mouvance un Romia de Wadaï, ça a tout bouleversé. Ça a tout bouleversé. Et c'est vrai, avec la semaine passée, on a vu... sur la toile également, l'ancien président de la République, Yahi Boni, où on disait que Yahi Boni ne veut pas imposer de candidature. Mais je me demande si ils ne veulent pas, il ne veut pas avoir une imposition. À quand alors les primaires dans leur parti politique? Parce que jusque-là, on n'a pas encore eu le nom de quelqu'un. Mais quelque part, on a vu qu'on nous a dit qu'on a annoncé pour dire on ne va pas... imposer quelqu'un, on fera le jeu quand même des membres de ce parti qui est les démocrates. Alors, avec le temps que nous avons, moi je me pose la question, si tant est que le parti ne veut pas rester en haut là-bas pour désigner quelqu'un, comme les autres l'ont fait et après entériner à l'Assemblée et tout, est-ce que les primaires chez eux, là, c'est pour quand? C'est une question. Je crois que oui, ce que font les démocrates, c'est assez... Pour moi, à ma lecture, c'est un peu dangereux pour eux, parce que ça prend du temps, le fait de prendre autant de temps pour choisir le candidat. C'est vrai que c'est une piste que Serge Vivien Kouimon évoque là, la question de quitus fiscal qui pourrait être un frein pour bloquer le potentiel candidat. Je crois que je reprendrai peut-être les mots de Marc Goudjanou sur un autre plateau que j'ai partagé avec lui, qui dit, mais écoutez, on parle quand même des candidats pour l'élection présidentielle. Et il se fait que le patron du directeur général
des Impôts, c'est le ministre des Finances qui est candidat de la mouvance. Et donc, oui, il y a quand même une crainte, on peut avoir des craintes là, parce que le potentiel candidat peut arriver à voir sa candidature bloquée, ou sa demande bloquée, ça prend du temps. Et d'aucuns diront qu'il faut saisir les juridictions, mais tout le monde sait comment ça se passe. On a pu voir, je rappelle encore 2021. Ça dit que vous n'avez pas confiance à la attendez, je rappelle encore 2021 qui dérange beaucoup de personnes, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les démocrates n'ont pas droit à l'erreur. Et je l'ai rappelé quelque part, il faut qu'ils fassent l'effort de faire un choix de raison et non un choix de cœur. On a pu voir Patrice Talon peut s'imposer du côté de la mouvance, mais au niveau de l'opposition, Boni Yayi, s'il tente de vouloir s'imposer, ça va être la catastrophe pour le parti. Il faut choisir quelqu'un qui puisse tenir dans le discours et même dans l'expérience politique pour affronter je me pose bien souvent de questions. Les élections, bien l'élection présidentielle, on connaît déjà la date depuis plusieurs années. Il faut dire que le choix du parti, du candidat de la mouvance est venu un peu tôt. Et j'ai expliqué ça. Parce que vous avez le chef de l'État même à rappeler qu'il faut attendre octobre. Mais pendant ce temps, il y a des candidats du parti qui faisaient le tour du Bénin, des militants ou membres du parti, responsables du parti, qui faisaient le tour du Bénin, qui parlaient aux militants pour dire « je veux être candidat », ou il y a d'autres personnes qui ont ouvertement dit « je suis candidat au primaire du Bloc républicain ou du parti Union progressiste de renouveau ». Alors, dans cette dynamique, on a compris que certaines personnes ou certaines populations ont commencé à adopter certains leaders, et il faut rapidement arrêter ça. Je crois que c'est ça qui certainement a conduit le chef de l'État et les autres membres du parti à rapidement arrêter la série. Mais les démocrates, aujourd'hui, ils jouent un peu, pour moi, avec le feu. Plus ça traîne, plus ce que quelqu'un vient de dire sur le plateau, c'est que oui, on laisse la place à Paul Ronquet qui continue de négocier. Non, je pense que... Aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas pris de l'avance les démocrates dans l'opposition? Les démocrates n'ont pas droit à l'erreur. Oui. Un peu comme l'a dit Laurent. Et ne pas avoir droit à l'erreur, pour moi, c'est de choisir le candidat pour qu'il fasse tout ce qu'il y a comme combat au plan administratif. Oui. D'accord? De sorte qu'on le dise, attention, oui, donc qu'on prévoit un plan A et un plan B au cas où, comme vous l'avez dit, quitus fiscal poserait problème. Oui. Mais malheureusement, il se fait qu'ils ont pris le temps, et ce temps qu'ils prennent au niveau des démocrates, ça sonne pour moi pour de l'impréparation. Parce que c'est à croire qu'ils ont passé tout le temps à être suspicieux l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'ils vont rester fidèles au parti politique, étant donné que nous n'avons que les 28 parrainages qu'il faut? Est-ce que nous aurons tous les parrainages à notre niveau? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont faire défection en cours de chemin? Ils ont passé tout le temps à s'interroger. Au point aujourd'hui, ils ont tous les parrainages qu'il faut en main. Mais pour désigner le candidat encore, là encore, ils ont encore des soucis parce qu'il y a il y en a qui ne sont pas membres des démocrates, du parti Les Démocrates, et qui veulent être portés par les démocrates. Je veux parler de Kémy Séba, par exemple, je veux parler de Daniel Eda, et d'autres qui pensent qu'ils peuvent représenter valablement l'opposition. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a une lecture un peu biaisée de ce qui se fait au niveau des démocrates. Pour moi, ils prennent trop de temps, et comme vous l'avez dit, je vous rejoins, c'est s'amuser avec le feu. D'accord. Rapidement, je pense évidemment que également à ce niveau que le candidat du Parti des démocrates aujourd'hui, tout le monde attend ça. Mais quand on regarde un peu la géopolitique aujourd'hui, il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités socioculturelles. Malheureusement, autrement, ça va passer à côté. Oui, je disais dimanche dernier que ce n'est pas parce que les partis de la mouvance ont sorti leurs candidats que systématiquement le parti Les Démocrates... Ça fait une semaine devrait faire la même chose. Et je continue de le dire, quoique je pense effectivement que faire trop durer le suspense pourrait engendrer d'autres déconvenues qui ne seraient pas aisés pour le parti de gérer. Il faut également préciser que la réalité du terrain fait que quand on est du côté de la grande mouvance présidentielle, on a, je ne veux pas dire des facilités, mais on a beaucoup plus d'aisance à évoluer en bloc parce qu'il y a un chef qui est le président Patrice Talon, qui continue de tout contrôler jusqu'à un certain moment. Mais du côté de l'opposition, avec le parti Les Démocrates, il y a un Boni Yayi qui montre toujours une certaine force à régner sur le parti, mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu d'une certaine opposition dans cette opposition là où on a l'impression que Boni Yayi a envie d'imposer son candidat
et que dans une frange de cette opposition, d'autres estiment que ça doit être un jeune, ça doit être un jeune d'un certain âge pour faire face à l'autre jeune de la mouvance présidentielle, alors que Boni Yayi estimerait peut-être que c'est quelqu'un de 65 ans qui a l'expérience, que lui personnellement, il connaît. Et donc, cette opposition qu'il y a dans cette opposition ne fera que faire durer. Alors que ne sont pas le fait que la mouvance choisit son candidat le 31 août dernier a surpris. Pour ma part, je pense que ça a surpris les démocrates. Est-ce que ça devait surprendre? Non, puisque les chefs d'État disaient 31, en octobre, on aura les candidats. Ils ont pris tout le temps. Je pense au fond que les démocrates vont de surprise en surprise parce que les surprises, justement, quand vous êtes en face de... Aujourd'hui, vous interrogez l'opinion publique. Quand vous êtes en face de Patrice Talon, on ne sait pas qui les démocrates vont présenter comme candidat. Oui, c'est ce que je dis en fait. Et donc aujourd'hui, plus ça traîne et moins ça vaudra. Quand vous êtes en face de Patrice Talon, vous devez être tout le temps éveillé. Malheureusement, les gens, les acteurs politiques n'ont pas compris. Alors, oui, mais avec ces acteurs, il faut vraiment être plus éveillé. On va rester du camp de la majorité présidentielle où on dira que de l'autre côté, bon, pratiquement tout est clair. Hein, on connaît le ticket présidentiel. C'est vrai que c'était annoncé, les supputations et autres. Mais finalement, on connaît la colistière du ministre d'État Romial Ouadani. C'est bien sûr la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Chers messieurs, est-ce une prime à la loyauté, son positionnement? Oui. Bon, on peut dire oui, parce que dès l'entame de son mandat avec Patrice Talon, on a pu entendre qu'elle aurait pris des initiatives dans la partie septentrionale. Les gens ont décrié pour dire qu'elle voulait être candidat à l'association de Patrice Talon. Vous savez comment ça se passe dans la mouvance dont on parle. Donc vous rangez, vous calmez, vous êtes loyal et puis vous avez la confiance du chef et des autres leaders de la mouvance. Donc je crois qu'elle est restée dans le cadre formel qu'on lui a tracé, décorer ou bien distinguer les cadres des mairies du pays, le chef de l'État aux rencontres internationales. Oui. Elle est restée dans ce cadre formel. On ne l'a pas vu s'agiter pour faire des dons aux femmes, même si sa candidature avait été suscitée pour passer le message aux femmes pour dire qu'elle allait travailler avec les femmes, même si on ne l'a pas vu aux côtés des femmes pour offrir sac de riz ou bien seau d'eau pour les coopératives. C'est qu'elle est restée dans le cadre formel, elle a été loyale. Et la prime à la loyauté, il faut quand même encourager cela. Et donc, elle a la chance. Oui, prime à la loyauté. Et puis, c'est le moment de demander également aux autres jeunes qui sont dans les partis politiques de rester constant suivre. Oui, c'est vrai, rester constant. Je prends, excusez-moi, hein, au niveau du BA par exemple, le BA a déjà désigné son candidat, on connaît, mais malheureusement, toujours dans ça, on voit quelqu'un qui continue par dire que il fonce pour dire que lui, il est candidat. Donc celui-là par exemple, est-ce que demain, si la mayonnaise s'apprend correctement, on peut prendre pour dire bon, viens t'asseoir là pour diriger quelque chose. C'est aussi ça. Donc, demander aux jeunes d'aller à l'école de Chabi Talata, la loyauté, ça paye toujours. Et c'est ce que nous avons là, elle est désignée comme ça. Même si ça fait grincer les dents au sein des partis. Oui, c'est vrai que tout ce qu'ils ont désigné Romial Ouadani, tout le monde a dit, ou les rumeurs ont couru, on a dit que c'était Talata. Oui. Et dans le même temps, il y avait Abou Reli sous le Zoumarou, dont le nom avait circulé et tout, comme pour faire vraiment jeune. Mais alors, ici, si Talata est encore candidat, en fait, a été désigné colistière de Ouadani, c'est parce que les dispositions transitoires au niveau de la Constitution ont permis ça. Oui. Ont permis que les dispositions s'appliquent à partir de 2000 temps. Donc, elle peut encore, si vous avez les dispositions transitoires, vous allez voir que c'est... Donc, ça, c'est bon. De sorte qu'aujourd'hui, prime à la loyauté, oui, parce que la dame, oui, elle est restée loyale, professeure de philosophie, et tout. Et donc, elle est très dynamique sur le terrain. On l'a vu prendre certaines positions en faveur du Bénin. Au plan international, quand elle va en mission, elle a vu le portefeuille. Alors, donc, avec cette bâtisse qui est en cours de direction du côté derrière le nouveau siège de la mairie de l'hôtel de ville de Cotonou, je pense que ça fait quand même vraiment vice-présidence, quoi. Et donc, c'est bon. Un bon ticket. Oui, un bon ticket pour quelqu'un qui est resté qui a déjà expérimenté. Elle est la première à expérimenter ce poste-là. Si on la reconduit, c'est forcément parce qu'elle a été loyale, elle a fait ce qu'elle devrait faire et pendant 5 ans, et on va l'observer encore pour les 5 prochaines années, si le ticket est élu, bien sûr. Et donc, je crois que c'est un nouvel appel
à toutes ces femmes-là qui ont envie de se battre que quand on se bat bien, quand on est dans sa droiture, on arrive à tirer son épingle du jeu, on arrive à avoir la confiance des hommes et des femmes qui sont dans la politique. Mais je retiens que pour le moment, c'est le bloc républicain qui l'a désigné. On attend les autres. Et l'Union progressiste, le renouveau. L'Union progressiste, le renouveau. Je ne pense pas qu'ils vous diront autre chose que ça. Seulement que moi, je voudrais souhaiter que pour son prochain mandat, qu'elle soit davantage aux côtés des femmes. Même si... À l'Institut national de la femme, non, attention. Oui, mais l'Institut national de la femme, d'accord, mais elle est vice-présidente et les femmes. Donc chacun dans son couloir. Non, attention. Chacun dans son couloir. Elle ne va pas empiéter sur les prérogatives de encore que Patrice Talon, si c'est plus Patrice Talon, c'est Robin Wadaïga, peut-être qu'elle pouvait avoir un certain image. Pour le prochain numéro, on parlera de l'accord de gouvernance signé entre les autres formations politiques et les partis politiques de la majorité présidentielle, notamment Renaissance nationale et bien d'autres. Merci beaucoup. Alors, vous restez en place. On va remercier Serge Vivien Kouimon pour sa participation au débat. On espère vous revoir très bientôt. Nous allons installer Marc Loades Goudianou qui a vu pour nous des sujets abordés par les internautes sur le web. Il va nous les rappeler très rapidement et puis vous en direz un mot. Les vues du web. Chers messieurs, en plateau, ce sont les vues du web, des informations relayées sur la toile et les commentaires avec les internautes. Et vous êtes avec nous, Marc Loades Goudianou. Bonsoir. Oui, bonsoir Christian Adanlédian, bonsoir à tous les amis téléspectateurs et internautes. Aujourd'hui, 3 sujets dominent cette semaine. L'état préoccupant des infrastructures scolaires, les réfections de toitures annoncées par le gouvernement et enfin le débat autour du rôle de l'opposition, en particulier le parti FCBE. Le premier sujet, nous y allons directement, le sujet d'Akadiamé en détresse. C'est sur la page de Beneweb TV, une publication a choqué plus d'un. Elle montre l'état du collège d'enseignement général d'Akadiamé à Toribosito, situé à seulement 30 minutes de Cotonou Christian. Plus de 1500 élèves y étudient dans des conditions très difficiles, faute d'infrastructures et de mobilier scolaire. Les interventions et les réactions des internautes s'en ont suivi. Alade qui dit « C'est mieux à Akadiamé, je vais commencer à filmer et photographier l'état de certains collèges et écoles primaire public du Septentrion. » Gustave Fanou propose « Et si on consacrait une petite partie des milliards destinés aux belles routes à cet établissement où les enfants sont exposés ?» Et une dernière réaction, Amos Raman dénonce les inégalités. Il dit « Pourtant, des individus ont des salaires colossaux avec passeport diplomatique. D'autres invitent des artistes à coups de milliards par artiste invité. Continuez à vous mettre dans les rangs. » Ça, c'est le premier sujet qui a animé la toile. Et en second sujet, 135 collèges bénéficient de réfection de toiture, puisque le problème est posé également. Aujourd'hui, le gouvernement a trouvé également une solution pour pouvoir réparer les salles de classe. Et c'est sur la page de Serge Novillon qu'on apprend que 135 collèges d'enseignement général, répartis dans 35 communes et 11 départements, ont bénéficié de la réfection complète de leur toiture. Une décision prise en Conseil des ministres dernier. Mais là encore, les internautes ne manquent pas de réagir sur le sujet. Il y a Karim Bello qui critique le timing. Il dit « Et c'est cela qui bloque le déroulement des activités pédagogiques dans le collège où j'interviens. La période, pour lui, est mal choisie. » Massa Opé qui réclame plus. Où sont les lycées promis? La promotion de l'enseignement technique aux dépens de l'enseignement général, on en est où, s'interroge-t-il? Et puis Serge Maffon apporte un témoignage par rapport au sujet. Il dit « Moi, j'ai constaté un début de réfection au CG1 de Savalou. Il reste encore des bâtiments sans toiture. Merci au gouvernement pour la promptitude. » Et nous descendons en politique. Le parti FCBE, une opposition constructive, s'interroge certains internautes. Enfin, sur la page de MFG Ridassi, un post affirme que pour la majorité des citoyens, le parti FCBE représente une opposition constructive avec une vision claire. Une affirmation qui divise pourtant les internautes. Toanou Hervé Savi qui s'indigne. C'est une perte d'avoir envoyé certains à l'école. C'est dommage, hein?
Il y a Valentin Bertoro qui nuance, il dit « Triste comme réalité, ça reste mon avis, ces années n'inspirent guère. Je pense que nous qui sommes de la nouvelle génération, nous devrions prendre du recul, réfléchir ensemble et nous fédérer pour prendre notre destin en main, car ils ne se soucient point de nous, mais de leur poste politique. » Une dernière réaction, Abdou Razak rejette le constat. Lui dit « Tu tires tes sondages d'où ?» Il interroge sûrement l'auteur de la publication. Bien au contraire, c'est un parti pro-gouvernemental qui a révélé tout au grand soir. Christian, voilà tout pour le web. Les internautes béninois ont montré encore une fois que le web est un espace d'expression vive et sans filtre. Voilà, réaction très rapide, mon cher monsieur. Oui. Je demanderai à Paul Roupé et à son équipe d'aller payer droit d'auteur à Soumane Toleba. Parce que quand Talon est arrivé, c'est le premier qui a dit qu'il est opposant de construction ou opposition constructive. Aujourd'hui, est-ce qu'on est opposition de construction ou opposition constructive avec tout ce qu'on voit là? Attendons de voir comment est-ce que le peuple va trancher, va se décider. Et pour ce qui est dénoncé à l'infrastructure, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la question. J'ai toujours dénoncé qu'il y a un effort à faire par le gouvernement en place. Les gens peut-être prennent mal ça mal. J'ai donné toujours une image en 10 ans pratiquement le gouvernance de Patrice Talon aller à l'université d'Abomey-Calavi. Aucun amphithéâtre construit. Il y a un problème. Et pourtant, il y a des bâtiments qui ont émergé. Non, c'est des bâtiments qui ont émergé. Je dis, quand les étudiants, même aux amphithéâtres dans lesquels nous avons suivi les cours depuis il y a 20 ans, 15 ans pour certains parmi nous, c'est les amphis qui sont là, en dehors de quelques-uns construits il y a quelques années en arrière. Et pourtant, c'est tout pour l'administration rectorale. Oui, on fait tout pour l'administration, pour les enseignants. D'accord, on a toujours dénoncé les conditions de travail des enseignants. Mais aujourd'hui, pour l'étudiant, avec le système LMD, avec le ratio enseignant-étudiant, il y a un effort à faire. Oui, si nous faisons... Je pense qu'il y a un début de solution. Et ça a été rappelé par Serge Nourion sur sa page avec la réflexion des toitures de certaines écoles. Je ne parle pas de réflexion, il faut construire. Il faut construire. Il faut pas réfléchir. Je crois que si le prochain président émane de ce camp présidentiel, je crois qu'il doit être en train de noter déjà les défis qui sont les siens à partir de 2026, là où le gouvernement actuel n'a pas pu bien... là où il y a les insuffisances. Là où il y a les insuffisances. Pas le chef de l'État le 1er août. Pas le président. Patrice Talon lui-même, il doit être en train de noter pour rapidement régler ça, pour que pendant les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années, l'école béninoise, l'environnement éducatif soit mieux garni en termes d'infrastructure, en termes de qualité d'enseignants et en termes de qualité d'apprenants également. Voilà. Il faut quand même noter que des efforts sont faits pour faire en sorte qu'au niveau de nos collèges et tout, que des toitures soient réfectionnées. C'est chose à saluer. Maintenant, attention, il y a également au niveau du collège Godomé, quand vous passez par là, il y a les persiennes de ce collège qui laissent à désirer. Je crois que des efforts sont faits, mais il faut faire en sorte qu'on répertorie tout ce qu'il y a comme insuffisant dans ces écoles pour que ça soit corrigé. Je crois qu'il y avait une communication qui disait qu'il y avait de 6 000 salles de classe construites au cours de sous ce régime. Si véritablement on peut avoir les éléments, mais ça montre clairement qu'il y a encore un effort à faire. Ce qui est certain, des classes sont construites, mais il y en a à réfectionner aussi. Les fenêtres, comme je l'ai dit à Godomé. Moi, je voudrais quand même qu'on pense surtout aux zones humides, surtout qu'on rentre dans une période de crue aujourd'hui où ceux qui sont dans ces zones-là, je vais parler des élèves de la commune de Soava, par exemple. J'étais allé à Wamegblon, par exemple, la semaine passée. J'ai pu voir que c'était pas facile pour ces enfants-là de pouvoir emprunter la pirogue pour pouvoir rejoindre les salles de classe. Et il faut un accompagnement parce qu'il y a beaucoup de salles qui sont dégradées, qui sont carrément cassées, mais pourtant c'est des zones déshéritées. Il faut qu'on pense surtout à ces zones-là et à construire. Oui. Donc, qui doit pouvoir se qui doit pouvoir réfléchir par rapport à cette situation. Parce que quand vous voyez à Wamegblon, Bessou, toutes ces localités, c'est difficile pour la population en temps de crue. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, comme vous l'avez dit également, il y a aussi un CEG à Gassa-Godomé également, où il y a des efforts à faire également. Oui, c'est vu partout. Je pense que c'est vu partout. Maintenant, comme vous l'avez proposé, on va revenir sur... Même CEG l'avait dit. Oui, des zones sous-zonées, en plein Cotonou, Calabi. C'est quand même le lieu de remercier Luc Atropo qui, évidemment, a corrigé une mauvaise image du pouvoir en place parce que
l'école de sur le plan, Aïmevo, quand vous sortez par Von Talon, qui était en matériaux précaires, et qui est venu construire ça, et le maire allait inaugurer. Ah, mais là, c'est bon. C'est très bien. Merci beaucoup. Et donc, qu'il aille aussi parce que là-bas, c'est nous allons pas marquer bon. la pause. Nous allons marquer la pause puisque c'est l'instant invité politique dans quelques petites minutes avant de vous dire grand merci. Laurent Toneinkes, vous restez en place, Herman Boussou, et vous-même, Marc-Yohannes Goudianou. On va suivre ensemble le portrait de notre invité, Noël Chadaré. Derrière chaque leader se cache une histoire, une personnalité, un destin. C'est le moment d'explorer la vie de celles et ceux qui font l'actualité. Et justement, je parlais de Noël Chadaré. Oui, Noël Chadaré, effectivement, homme engagé et déterminé. Il est né le 25 décembre 1965 au CNHU de Cotonou, anciennement appelé 350 lits. Il est issu d'une famille modeste et a grandi avec la volonté de se battre pour une vie meilleure. Originaire de Ouida et fier de ses racines, il est professeur certifié de lettres modernes et conseiller pédagogique de français. Mais avant, Noël Chadaré s'est très tôt révélé dans la lutte syndicale en intégrant les mouvements estudiantins déjà en 1987. Au fil des années, il n'a jamais jeté les armes. Il se positionne toujours comme un rempart contre l'injustice sociale. Connu pour être un acteur clé du mouvement syndical, Noël Chadaré a toujours été un homme de conviction qui se bat contre l'injustice et défend les droits des jeunes. Il a toujours été guidé par le désir de contribuer à la lutte contre la précarité des travailleurs et le chômage des jeunes notamment. La constance dans sa lutte lui a permis d'avoir la confiance de ses camarades pour être élu secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales autonomes du Bénin, COSI Bénin, poste qu'il a occupé de 2012 à 2024. Sur la scène internationale, il a également eu la confiance de ses pairs secrétaires généraux africains qui l'ont élu vice-président région Afrique de l'Ouest de la Confédération syndicale internationale Afrique, CSI Afrique, au congrès d'Abuja. Au terme des 2 mandats autorisés par les tests de la COSI Bénin et après avoir mené de nombreux combats syndicaux, Noël Chadaré n'a pas voulu se retirer de toute lutte. Il a décidé de rejoindre la politique pour continuer à servir les autres et à promouvoir la justice. En septembre 2024, en effet, il adhère à l'Union progressiste Le Renouveau, un parti qui partage ses valeurs de justice et d'équité. Il se dit déterminé à utiliser ses compétences et son expérience pour plaider en faveur du plus grand nombre pour la justice sociale et pour servir le parti. Pour Noël Chadaré, ce n'est pas sa personne qui compte, mais plutôt la cause qu'il défend. Il reste humble et reconnaît que chacun a sa place dans la société. Il est prêt à travailler pour construire un avenir meilleur pour tous. Son parcours est marqué par une grande détermination et un engagement sans faille pour la justice et les droits humains en général et sur des travailleurs en particulier. C'était le portrait de Noël Chadaré que nous recevons en invité politique. Avant de vous laisser partir, quelle est votre question pour lui? Ma question pour lui, il a toujours défendu, travaillé contre l'injustice. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller en politique aujourd'hui, quand bien même il fait partie de ceux-là qui ont dénoncé un certain nombre d'injustices sous ce régime? D'accord, merci beaucoup. L'invité politique. Voilà, c'est le plateau de l'invité politique pour les 25 minutes à venir sur le grand rendez-vous. Nous sommes avec vous, Noël Chadaré. Bonsoir. Oui, bonsoir, Christian. C'est un plaisir de vous avoir en plateau. Je suis accompagné de Herman Boussou et de Marc-Yohannes Goudianou. Alors, le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadaini, et Marianne Chabi-Talata, vice-présidente de la République du Bénin, ticket validé pour représenter les partis de la majorité présidentielle à l'élection d'avril 2026. Un choix lourd de sens pour vous, Noël Chadaré, citoyen, ancien syndicaliste,
est actuellement acteur politique. Oui, je vous remercie. Je vais d'abord saluer ceux qui sont à l'écoute, qui prennent toujours du plaisir à suivre votre émission le dimanche à 21h. À 21h. Merci. Je les salue. Merci. Et que dire de ces choix qui a été fait pour la personne, enfin le ticket est un très bon ticket. Un bon ticket. Le ministre Ouadani, n'est-ce pas, je crois que les deux directions politiques, hein, le BR, qui sont à l'avant-garde de ces choix, hein, le BR et l'UPR, je dois dire que les présidents et les dirigeants de ce parti ont été très bien inspirés. Hein, très bien inspirés. Je leur rends hommage parce qu'ils ont fait preuve, n'est-ce pas, de grandeur d'âme, parce qu'on aurait pu aller choisir quelqu'un qui est un des membres de des partis politiques. Mais ils sont allés chercher quelqu'un qui n'est pas hein, d'aucun des partis, mais quelqu'un sur la base de ce qu'il a fait, de son parcours élogieux, de ce qu'il a posé comme acte en tant que ministre pendant pratiquement bientôt 10 ans. 10 ans. Hein, ce qu'il a fait, et ils ont estimé qu'il fallait lui donner la chance de continuer. Donc c'est une bonne chose. Le parcours de Ouadani parle pour lui. Hein, les actes qu'il a posés en tant que ministre d'État, ministre chargé des Finances et de la coopération aussi sont là. Il y a des éléments qui montrent vraiment que il a vraiment fait du bon travail. Et donc c'est normal qu'on le choisisse. Et il est bien indiqué pour continuer hein, ce qui a été fait de bien hein, et peut-être améliorer ce qui n'a pas fait parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc le chef d'État lui-même a reconnu hein, qu'il était insatisfait sur certains points. Et donc il devra voir ce ticket, je vais dire, hein, je dirais ce que je pense aussi de la deuxième personnalité qui a été choisie. Donc ils doivent améliorer, continuer, mais parfaire et améliorer ce qui, n'est-ce pas, doit être amélioré et faire ce qui n'a pas été fait. Maintenant, pour Talata, oui, je dois dire que moi je suis content pour elle. Je vais lui envoyer un message pour la féliciter parce que c'est une dame qui mérite vraiment aussi le poste. Elle a déjà une certaine expérience en la matière. Donc on n'a pas envie de traîner. C'est ce que l'enseignement que je tire, c'est que le pouvoir, les partis, en faisant ce choix, n'ont pas envie de traîner et que les gens s'installent et prennent du temps pour prendre leur quartier. D'abord, c'est des gens qui déjà connaissent la maison, savent comment les choses fonctionnent et donc s'inscrivent dans la continuité. Et comme je dis, une continuité, pas comme ce que j'entends, hein, ce dont j'entends les retours que vous avez. Mais c'est une continuité pour améliorer, parfaire. Ne pas continuer ce qui est bien, mais améliorer, parfaire ce qui est à parfaire pour conduire le pays vers la prospérité, parce que le ministre Ouadani, n'est-ce pas, a assaini les finances. Ensuite, il a mis en flot les finances de ce pays, et donc ils doivent normalement conduire le pays vers la prospérité. Il fait partie, il est mieux indiqué pour le faire. Et voilà un peu. Alors, Noacha Daré, vous avez parlé de l'état humain, où les œuvres humaines ne sont jamais parfaites. Alors, dites-nous, en réalité, lorsqu'on prend Robien Ouadani, il a gouverné tout le temps avec Patrice Talon. Et donc, on se dit, en tant que technocrate, puisqu'il y a des besoins au niveau social qui n'ont pas été comblés, vous imaginez qu'avec Robien Ouadani, sur le plan social, est-ce qu'on aura vraiment un véritable changement lié quand même aux attentes, non seulement des Béninois, mais également de vos anciens collègues, les syndicalistes également, qui ont un certain nombre de doléances à l'endroit, par exemple, du chef de l'État, qui n'ont pas été satisfaits juste là? C'est quelqu'un que j'ai côtoyé en tant que secrétaire général de la COSI Bénin pendant tous ces 2 mandats presque. Je suis parti en 2024. Donc quelqu'un que je connais bien et avec qui je continue, n'est-ce pas, de collaborer. Et il est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est vrai, il est rigoureux. S'il n'y a pas la rigueur, on ne peut pas avoir la réussite, ça c'est évident. Rigoureux, mais il est à l'écoute, il est flexible. Et s'il devient le chef de l'État, je crois que c'est à lui de décider. Et il sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et moi, je crois qu'on pourra
espérer de bonnes choses avec lui. Espérer de bonnes choses. Oui, Alors, je pense qu'il va travailler aussi. Vous l'avez dit, la demande sociale, elle est là. Oui. Les Béninois veulent un peu plus de social, mais pas le social qui constitue à distribuer de l'argent. Les Béninois ne demandent pas qu'on distribue de l'argent. Peut-être voir un peu comment faire pour faire baisser le coût de vie. Ça, ce serait... Et également peut-être améliorer la situation des AME aujourd'hui qui ne sont pas toujours reversées. Oui, agir sur certains leviers qui permettent de faire baisser, leviers économiques qui permettent de faire baisser le coût de la vie, les AME, mais je crois qu'il va avoir sûrement de bonnes informations pour eux. Ça ne va pas... il est... Parce que moi, je discute aussi de cela avec lui, avec son équipe. Les AME, vous avez promis, c'est le pouvoir, mais il faut dire que le ministre des Finances, lui, c'est l'agent payeur, si je veux parler comme ça. Oui. C'est celui qui recrute, c'est le ministère de la fonction publique. Et les utilisateurs, ceux qui les emploient, c'est bien les deux ministères d'enseignement sous-sectoriel, d'enseignement primaire. C'est lui qui décide si le budget est donc, si lui, il est prêt, si lui, il est prêt, ben, il faut qu'on recrute. Et donc, je crois qu'il y a un focus qui est fait sur le ministre des Finances pour dire, mais s'il a promis entre-temps, en 2023, il a promis, n'est-ce pas, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il a promis reverser, et il n'avait pas encore fait, il n'a pas tenu sa parole. Cela ne dépend pas de lui seul, c'est tout un chaînon, Et donc, ils sont dans le schéma de faire quelque chose de bien. Parce que nous, en tant que secrétaire généraux, je l'ai dit déjà ici, on n'était pas d'accord pour qu'on reverse 3500. C'était pour nous comme une goutte de sang dans la mer. Et on avait dit non, il ne faut pas le faire. Ils étaient dans un schéma en 2023 de faire un texte pour les reverser. Et nous avons estimé qu'ils ont déjà fait un test. Moi, je l'ai dit, et d'autres aussi, responsables syndicaux comme moi, on a dit on ne peut pas faire deux fois le texte, il ne faut pas gaspiller les sous de l'État. Et après, un comité a été mis sur pied. Le comité a été mis interministériel pour faire définir les critères qui permettront de discriminer les 3500, des 33 000. Oui. Et ces critères-là, on a vu ces critères, on a estimé que c'était pas bien. Le seul critère objectif, c'est de reverser les gens intégralement ou de les reverser promotion par promotion, parce que quand on fait comme ça, il y aura beaucoup d'affaires les gens vont s'arranger pour les mettre les leurs. Ouais. Mais si vous dites de façon objective, le critère, je veux reverser tout le monde, c'est bon. Je ne peux pas reverser parce que j'ai des difficultés, mais je prends la première promotion, après je prends la deuxième promotion, après la troisième aussi. Et donc, ça permettra de prendre tout le monde. Voilà, mais de façon objective. Et ça, les premiers, je crois qu'ils sont autour de 18 000. Voilà. Donc on peut déjà commencer par eux d'abord. Alors lorsqu'on parle du duo présidentiel, c'est-à-dire la proposition de candidature par la mouvance présidentielle, on parle de Romy Alwadaï, on parle de Talata. Est-ce que vous pensez que le choix de Mariam Talata a été fait en tenant compte par exemple de l'équilibre régional? Naturellement. Oui, naturellement. D'abord, elle a de la qualité pour être là. Elle est professeur certifié, inspecteur de philosophie. On a enseigné ensemble. On est resté à Hubert Maga ensemble et donc on a gardé toujours nos bonnes relations. Elle était mon censeur en tant que professeur de français. Et donc, elle a les qualités pour être là, mais en même temps, elle vient d'une région. Donc, il y a également les mêmes qualités dans la région, vous ne pensez pas? Sans dire, mais elle est une femme. Voilà. L'approche genre est là. Il faut en tenir compte. C'est deux paramètres qui militent en sa faveur. Elle est bien assise intellectuellement. Ensuite, elle est du Nord, alors que le président est du Sud. De façon tacite, un peu, on est en train de peut-être vouloir aller comme ce qui se fait à côté dans notre pays, le Grand Nigeria, oui. Où on fait l'effort de pouvoir l'équilibre. Et j'espère que ceux qui vont, l'autre partie, vous voulez parler des démocrates? Les démocrates vont peut-être aussi aller dans cette direction. Et si ce n'est pas le cas, vous pensez qu'ils auront fait un mauvais coaching? Ah, ça, les Béninois jugeront. Monsieur Daré, vous avez dénoncé, comme le disait Laurent Toné-Inquès, des injustices en tant que secrétaire général de la COSI Bénin. Ça fait 9 mois que vous êtes devenu acteur politique, depuis novembre 2024, je veux dire. Oui. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Qu'est-ce que vous avez pu aujourd'hui faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que on sente vraiment l'arrivée d'un acteur
du monde syndical en politique. D'accord, d'abord je vais lui dire, hein, la question qui a été posée. J'étais dans une posture de revendication. C'est une posture de revendication. Quelqu'un qui revendique, qui dénonce, qui critique et qui veut voir les choses améliorées. Une fois que j'ai rendu le tablier au niveau de la COSI Bénin et que j'ai décidé d'aller en politique et aller dans un parti de la majorité, j'ai dit que j'inscrivais mon action dans la continuité, l'action politique dans la continuité de l'action syndicale. Ce ne sera plus une posture de quelqu'un qui dénonce, qui revendique, mais une posture de quelqu'un qui plaide, qui est plus proche du pouvoir et qui plaide, qui attire l'attention sur certaines choses pour que la demande sociale, pour que les problèmes des travailleurs, des Béninois en général, pas seulement les travailleurs, les Béninois en général, soient pris en compte. Ils seront plus, puisque à ce moment, il n'y a plus de méfiance, il n'y a plus de climat de méfiance. J'étais dans une position où il y avait méfiance vis-à-vis de moi. Là, je suis dans une position où il y a un climat de confiance. Et je peux plaider. Et donc, voilà un peu la réponse que je peux vous donner. Je le fais déjà depuis que je suis là. Il y a des problèmes concernant les travailleurs, concernant les enseignants. Je fais un travail n'est-ce pas, un sous-marin. Un sous-marin, c'est insubmersible. Est-ce que ça marche? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai rencontré certains. Est-ce que le président Diop Benou, par exemple, est votre porte-voix auprès du pouvoir, vous-même qui avez déjà des attaches vis-à-vis du pouvoir et tout, voilà? Oui, mais Diop Benou, il m'appuie. Ça, c'est évident parce que c'est un peu le bénéfice, c'est le parti. Le bénéfice, ce n'est pas Noël. Si nous continuons de travailler dans le sens de prendre en compte ce que les travailleurs, le monde, n'est-ce pas seulement syndical, les paysans, tous ceux qui sont, tous les Béninois, les problèmes qui sont, si on travaille dans ce sens, parce que notre parti est un parti, l'UPR est un parti social-démocrate, et qui place au cœur la justice sociale, au cœur de son action. Donc ce que je fais, c'est aussi dans ce sens-là. Et je vais dans la même direction. Serez-vous candidat aux élections prochaines, communales législatives? Oh, je dois vous dire que je ne fais pas une fixation là-dessus. Mais est-ce que vous nourrissez déjà l'ambition? Parce qu'il faut nourrir l'ambition d'abord. Je suis clair que je ne fais pas une fixation là-dessus. Je ne fais pas un focus là-dessus. Je dis, c'est au parti de décider, de dire, bon, ben, vous avez les qualités pour ou pas. Si on décide que je dois y aller, ben, je suis un militant. Voilà. Et le militant se met au service de son parti. Le militant ne voit pas d'abord son intérêt. C'est ça un peu. Moi, j'ai milité dans les mouvements estudiantins, j'ai milité en tant que syndicaliste, avant de devenir secrétaire général au plus haut niveau. Je continue de militer en politique. Le militant ne dit pas, je veux ceci. Si je n'ai pas ça, je vais faire ceci. Ce qui passe avant tout, c'est d'abord le parti, l'UPR. Ce qui passe avant tout, c'est notre pays. Et donc, si on estime que tout le monde peut servir partout, là où on vous met, vous pouvez faire le job, faites le job. Mais ne pas dire, si je ne fais pas, je n'ai pas ceci. Non, pour ça, je dis, je ne fais pas une fixation. J'attends le verdict, n'est-ce pas? Et je vais accompagner. Vous êtes prêt à servir? Mais oui, ça, il faut. Alors, revenons au ticket présidentiel, à commencer par le porte-flambeau des partis politiques de la majorité présidentielle, le ministre Romuald Wadayi. Nous avons vu et nous avons constaté cette envolée, en tout cas cette fièvre, au lendemain de sa désignation. Alors, quelques semaines après, dans quelle disposition se trouvent aujourd'hui les partis de la majorité présidentielle, y compris vous, pour que ce que vous espérez, ce que la majorité présidentielle espère, c'est-à-dire ratisser l'âge, soit? La disposition dans laquelle les partis sont, moi je parle du parti l'UPR, et moi aussi, comme vous l'avez dit, et les autres partis. Et je dois aussi féliciter les partis Mouel Bénin et le Renaissance nationale qui ont rallié les deux autres partis. On voit qu'il fait l'unanimité, Romuald Wadayi, et puis le ticket aussi fait l'unanimité. La disposition dans laquelle nous sommes, c'est on est en ordre de bataille. On est prêt pour le combat. On se prépare, n'est-ce pas? C'est d'abord l'échauffement. On fait le tour de chauffe déjà. Tour de chauffe pour, avant d'aller au combat, pour que ce que nous voulons
voit se concrétiser, soit se concrétiser. Alors, vous êtes de la 5e circonscription électorale. Comment ça se dessine là-bas? La circonscription vit bien. Oui. C'est l'activité. Ce que j'apprécie un peu dans mon parti, et puis ce que je vois dans ma circonscription, la 5e, c'est qu'on est tout le temps en effervescence dans l'action politique. On visite les militants. Il y a toujours, au moins tous les deux dimanches, quelque chose à faire, aller voir les gens. Il y a une effervescence, beaucoup d'activités autour. Vous leur parlez, qu'est-ce que vous leur dites? Nous nous débrouillons chacun, et puis on voit les gens qui sortent des sous. Ça, il faut le dire, moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai même pas vu ça avec la politique avant. Il y a un état d'esprit nouveau. Parce que les gens, nous cotisons. Dans la 5e, on se cotise pour les activités. On dit, les activités que vous voulez, on veut faire ça à 800 000, 900 000, on se cotise pour notre parti. On ne demande pas au parti de venir à Paou, c'est ce qui se fait régulièrement. Et le président, quand il est venu à Ouida tout récemment, a dit félicitations aux militants. Donc c'est vous dire qu'on est prêt pour le combat, on va faire le job. Récemment, on a vu un accord entre les FCBE et les partis de la mouvance présidentielle. Est-ce que les FCBE, qui sont normalement un parti d'opposition, se voient en alliance avec les partis de la mouvance présidentielle? Est-ce que vous voyez cela comme une maturité démocratique ou bien une fragilisation de l'opposition? En politique, tout est possible. Il ne faut jamais dire jamais en politique. Il ne faut jamais dire jamais. C'est ce qui, dans la logique, ne pouvait pas se faire selon le commun des mortels, mais se réalise. Alors, mais dans ce cas, est-ce que vous pouvez penser toujours qu'ils sont un parti d'opposition? Ah, c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est pas moi. Je ne vous répondrai pas. Justement, je crois qu'ils ont, n'est-ce pas, pesé le pour et le contre. C'est qu'en politique, on n'a pas des amis. On n'a pas des amis, on a des intérêts. On a des intérêts. Ah oui, ça vous le savez. Donc, ils sont dans la logique de défendre leurs intérêts, d'exister. Il y a une obligation pour eux d'exister. Et exister ou disparaître, c'est un choix que chaque parti politique fait. Et personne ne veut disparaître. Et donc, on peut comprendre un peu que... Mais dans le jeu démocratique, est-ce que c'est vraiment perçu comme une avancée démocratique lorsqu'on voit un parti de l'opposition, par exemple, te rabattre tout droit lorsqu'on est à la veille d'une élection présidentielle? Oui, mais vous voyez, c'est peut-être une avancée vers ce qui a été toujours souhaité. C'est qu'il faut moins de partis. Moins de partis. On avait plusieurs partis, centaines de partis dans ce pays qui allaient dans les joutes électorales. De plus en plus, avec la loi, le code, la charte des partis, le système partisan, on a vu qu'il y a une obligation avec ce code aussi. Ce code électoral oblige les uns les autres à beaucoup plus se retrouver. C'est qu'une question de survie. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça. Pour tout le monde, parce que vous voyez, la barre a été placée, elle est placée très haute. Donc, si vous n'étudiez pas, vous n'analysez pas ce que ça peut engendrer comme conséquence, que vous allez de façon solidaire, vous faites harakiri. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup qui pensent qu'avec cette possibilité offerte à la FCBE de Paul Nkwe de pouvoir avoir des parrainages et donc d'avoir un duo de candidature à la présidentielle, que ça pourrait être la troisième voie, à part les démocrates et la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez cette crainte-là, vous avez cette lecture-là de l'actualité? Non, moi, je ne pense pas. Je n'ai pas eu cette lecture. Ce que j'ai pensé, je me dis, bon, avec le code oblige les uns et les autres à se revoir un peu, à se mettre ensemble, si on veut exister. Donc, je crois que peut-être que je me trompe dans l'analyse que je fais, parce que je ne suis pas un politicien ou un analyste politique. Mais le code, tel qu'il est, oblige tout le monde à aller vers les autres pour pouvoir, n'est-ce pas, exister. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller carrément à un mariage? Pourquoi ne pas aller à une fusion totale? Parce que le professeur Djebounou l'a dit, il a dit désormais, il faut qu'on aille au mariage. Oui, mais c'est un pas déjà dans la bonne direction. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il adviendrait de l'avenir. Vous ne savez pas ce qui adviendrait de l'avenir. C'est un pas déjà qu'ils ont fait.
Est-ce que ça va continuer? C'est peut-être pour les élections, pour l'instant. Mais l'appétit peut venir en mangeant. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Oui, donc c'est possible qu'un jour ou l'autre, on ait des partis qui après, parce qu'on n'a pas trop de divergences. On peut mettre ensemble, surtout que nous sommes, à notre UPR, nous voulons vraiment que le social, la demande sociale soit, n'est-ce pas, écoutée, prise en compte et que l'équité, la justice sociale soit une réalité. Pourquoi pas? Un jour, c'est possible. Pendant que les candidatures sont déclarées au niveau de la mouvance présidentielle avec les accords de gouvernance et également les alliances de part et d'autre, de l'autre côté, on a vu les démocrates qui sont encore, on est encore dans l'attente de leur candidature, de leur duo de candidature. Alors, comment est-ce que vous interprétez cette actualité, par exemple, vue d'un politique? Oui, mais je pense que sûrement qu'il y a des... Ils vont accoucher sûrement de quelque chose. Ils sont en train de faire des débats à l'interne. C'est ce que je pense. Ne pensez-vous pas qu'ils sont en retard? Bon, c'est à eux de voir s'ils sont en retard. Mais je trouve que sûrement, il y a peut-être assez de candidats de qualité et tout ça. Bon, et en voulant prendre les uns et les autres, il faut voir ceux vraiment qui peuvent nous représenter parce qu'il y a aussi de bonnes personnes là-bas, des gens de qualité de l'autre côté. Vous pensez à un nom? Oh, je ne peux pas opiner sur ce qui... Je n'appartiens pas à ce parti. Vous considérez qu'il y a Je leur souhaite d'avoir un candidat. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons pris un homme qui est brillantissime, une femme qui est posée, équilibrée et qui a une expérience politique et qui appartient au Nord. L'un au sud, l'autre au nord. On espère qu'ils vont s'inspirer de ce que nous avons fait. C'est tout ce que moi je peux dire pour que la joute électorale, les joutes électorales soient Est-ce qu'il vous arrive à l'UP, le renouveau, de vous asseoir en comité restreint ou en éminence grise pour vous demander quel duo veulent-ils présenter, les démocrates? Mais ça, c'est une cuisine, c'est des discussions à l'interne. Vous ne me demandez pas de venir mettre sur la place. Oui, mais quand vous faites cette question... ça fait débat. Et vous-même personnellement, oui. En tant qu'acteur politique, moi, dans votre zone également, à 5e. autour de vous, est-ce qu'il arrive d'avoir de ce genre de discussion? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Au niveau des élections présidentielles, législatives. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent sortir, les démocrates? Non, présidentielles. On a discuté de ça avant qu'on nous dise les deux. Qu'on nous donne les deux, enfin Wadaï d'abord et ensuite Talata après. Mais on a discuté. Mais nous, ce n'était pas pour nous un souci. On dit, dès que le parti choisit X, nous sommes derrière. C'est la discipline partisane. Et donc, on travaille en espérant que... Parce qu'on n'a pas de querelles là. Est-ce que vous analysez un peu ce qui pourrait sortir en face? Mais on n'a pas d'inquiétude pour ce qui va venir en sorte. Nous, on sait qu'on va gagner. Pour vous, c'est un jeu tout gagné? Non, du tout pas. Attention, je vous dis. C'est un jeu tout fait, c'est un jeu tout gagné. Non, ne faites pas dire ça. C'est vous qui êtes... Non, je dis que nous allons gagner, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras. Il faut travailler d'arrache-pied, de se scindre n'est-ce pas, les reins, et retrousser les manches, et aller bêcher, creuser, fouiller, ne laisser nulle part où on ne repasse la main. Ça, on est dans ces schémas. Parce que ce n'est pas gagné. Tant qu'on n'a pas le verdict, ce n'est pas gagné. J'ai dit, nous allons gagner. On est optimiste, on sait qu'on va gagner. Et on va mettre tout ce qu'il faut pour que nous gagnions. Vous n'êtes pas tranquille, vous regardez un peu ce qui se passe. Non, en face, on n'est pas inquiet. Vous n'êtes pas... Je vous le dis sincèrement. Mais vous regardez. On se bat pour nous. On se regarde. Mais vous regardez notre adversaire pourrait être nous-mêmes. Oui. Notre adversaire, ça pourrait être nous. Donc ça pourrait et non pas en face. En face, on va gagner. Alors au niveau de la FCBE, on sent que bon, ils auront un duo de candidats. Est-ce que vous avez des noms sur des visages? Du tout pas. Je ne suis pas dans l'économie des dieux. Vous avez signé un accord que, bon, là, c'est au président du parti. Au président du parti. Vous n'êtes pas des moindres au sein de l'Union progressiste le renouveau. Oui. Paul Bunker, peut-être? Ah, ça, il a été déjà une fois. Donc c'est possible. Mais on ne va pas faire là-dessus, opiner, faire de la conjecture, parce qu'on ne sait pas. Alors, la dernière seconde, au regard de tout ce qui se passe sur le plan politique au Bénin, quel sentiment avez-vous?
Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, vous Depuis savez, la réforme du système partisan, les lois électorales, les lois politiques, jusqu'aujourd'hui, quel sentiment avez-vous? j'ai le sentiment que le Bénin, petitement, mais assurément, est en train de progresser, d'avancer. Hein, parce que, vous avez vu, pour les joutes électorales, enfin, les élections qui arrivent, que nous attendons tous, mais vous voyez qu'il y a moins de... Tout est maintenant réfléchi, mûri, chaque personne ne se lève pour dire ben, je vais être candidat, je suis candidat à tel. Il y avait déjà auparavant une situation que vous connaissiez, c'est-à-dire à 2 ans déjà. Mais aujourd'hui, avec les partis et tout, il n'y a plus cette fièvre. C'est maintenant que commence la fièvre. Et il semble qu'il y a beaucoup plus de discipline, aussi bien au niveau des démocrates, enfin de l'opposition, que de la mouvance. Personne ne se lève pour se bomber le torse pour dire, mais moi, je veux être... Ça, c'est une bonne chose. Hein? On commence par aller... Ce n'est pas encore la perfection. C'est clair, il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il faut revoir, des choses qui a amélioré, mais on peut dire qu'il y a une certaine maturité pour le processus qui nous conduit vers les élections. Ça, c'est une bonne chose qu'il faut apprécier. Et puis, les gens, quand même, aussi s'expriment. C'est un pays dans lequel les gens quand même s'expriment. D'une manière ou d'une autre, si on est d'accord, on est d'accord, on le dit, si on n'est pas d'accord, on apprécie. Voilà un peu ce que je peux dire, quoi qu'on a le Bénin avancé, surtout sur le plan, les plans que vous connaissez, tout ce qu'on a réalisé dans ce pays. Il y a de bonnes choses que le pouvoir actuel a fait. On peut aimer comme on peut détester, mais on doit pouvoir reconnaître qu'il y a eu de bonnes choses qui ont été faites, mais qu'il y a des choses à parfaire, améliorer, faire de telle manière que le social, la demande sociale soit davantage prise en compte. La dernière. En ce qui concerne la condition des journalistes, la liberté de presse, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque le Bénin a connu un recul par rapport à ça, pendant toutes les dernières années jusqu'en 2025. Oui, bon, mais moi, je vous renvoie à la question, vous-même, les journalistes. Non, on veut de vous, en tant que politique, vous nous dites votre impression. Parce que moi, j'ai été syndicaliste, je suis jusqu'à la vice syndicaliste. Oui, la dernière. Je veux dire tout simplement que vous-même, vous faites quoi? Je ne vous vois pas. J'ai vu des choses quand j'étais secrétaire général. Je n'ai pas vu la réaction que vous devez avoir par rapport à certaines situations. Peut-être qu'on n'a plus la liberté de pouvoir. Non, c'est pas vrai. Les gens sont libres. La dernière, en affirmant que... Vous attendez tout, vous croyez les bras et vous espérez que les syndicats... Sur ce plateau, que notre adversaire pourrait être nous-mêmes là. Est-ce que vous appelez à un soutien franc? Vous avez dit notre adversaire pourrait être nous-mêmes. Oui. Est-ce que vous appelez à un soutien franc en votre sein? Oui, parce qu'on est en politique. Et tout le monde doit se retrousser les manches. Tout le monde doit se mettre derrière. Quelqu'un disait, j'ai suivi la dernière fois, a dit, Parakou dans les rangs, Cotonou dans les rangs. Tout le monde doit se mettre dans les rangs pour que nous puissions gagner. Enfin, je parle de la majorité, tout le monde. On peut ne pas être d'accord, mais une fois que le choix est fait, on ne disputaille plus là-dessus. On se met dans les rangs, on travaille pour que... Comme on fait tous les leaders de la mouvance présidentielle. Merci bien, Noël Chadaré, acteur politique, membre du parti Union Progressiste. Le Renouveau, vous étiez avec nous en toute franchise. Merci beaucoup, merci Herman, merci à vous. Merci aux amis, félicitations du Grand Rendez-vous. Voilà, c'était le Grand Rendez-vous. Portez-vous bien. Au revoir.